Bonjour à tous, merci d'être là pour, une nouvelle, masterclass sur, la thématique du LMNP, les résidences gérées. On a le plaisir d'avoir Étienne Jacot du Revenu Pierre avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. On va discuter, de plusieurs choses aujourd'hui dans, à peu près 1 heure qu'on se donne. On va vous faire un petit rappel sur les quelques notions à avoir sur le LMNP pour rafraîchir les idées d'un peu tout le monde. C'est pas le sujet central de la masterclass d'aujourd'hui, donc on va être assez rapide et surtout on va terminer, et on va se concentrer sur l'aspect marché, qui, effectivement est très, très secoué, hein, aujourd'hui, sur les résidences gérées en EHPAD et ça impacte probablement tout le marché du LMNP. Étienne va nous en parler, pour vous faire un point et puis vous conseiller aussi sur, comment présenter tout ça à vos clients, pour que ça fonctionne au mieux pour vous. Étienne, merci, je te laisse la main. Alors, n'hésitez pas, comme vous le faites là, déjà, à intervenir dans le chat. Posez vos questions au fur et à mesure de la présentation, hein, on les prendra en compte. Je fais une toute petite présentation de 3 minutes sur le Revenu Pierre, qui on est et quel est notre métier et nos spécificités. Et puis ensuite, on abordera le cœur du sujet avec les 3 points développés par Mathieu. Le Revenu Pierre, c'est un acteur qui a 15 ans, qui a une société familiale de 20 personnes en Île-de-France, qui est spécialisé sur le marché secondaire du meublé, donc depuis 15 ans. Donc, on sélectionne sur le marché les LMNP qui nous plaisent et qui peuvent plaire à vos clients. On élimine les 2 tiers de tout ce qu'on voit, mais il reste un tiers. On en fait une offre marketée, sécurisée, et on la repropose à des CGP et à des banques pour vos clients. Donc, c'est 20 personnes, une bonne dizaine de millions de chiffre d'affaires, entre 700 et 800 reventes par an, plutôt 800 que 700, et un marché, donc uniquement le marché secondaire, hein, donc voilà, les premières reventes, et c'est un marché qui est en progression maintenant, au minimum 15 à 20% par an. Et sur ce marché-là, on a un acteur assez significatif depuis longtemps. On a quelques méthodes de sélection, hein. J'ai dit qu'on sélectionnait un tiers de tout ce qui nous était présenté. Globalement, on reçoit 10 demandes de revente par jour. Sur les 10 demandes, on en prend globalement 3 dans un process assez normé et assez usine de sélection tous les jours, un petit comité de référencement tous les jours à 18 heures qui dure 30 minutes. Donc, il y a des critères qui sont des critères immuables. Il faut un emplacement adapté par rapport à la destination. C'est le couple emplacement-destination qui compte, dans une résidence qui gagne de l'argent, qui est profitable. Si elle ne l'est pas, ça ne va pas durer longtemps. Qui a une taille critique, parce que c'est souvent bien mieux pour être profitable, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. On amortit mieux les coûts fixes d'une résidence de 100 lots qu'une résidence de 40 lots. Il faut qu'évidemment la résidence soit aux normes, qu'elle ait un plan de travaux connu, que ce soit clair en termes de normes et d'accueil. Évidemment, tout ça dans le cadre d'un bail qui est sécurisant. Donc, un bail renouvelé pour des EHPAD, c'est majeur. Un bail long, ça a beaucoup de sens. Voilà. Et tout ça piloté, exploité par un exploitant, un gestionnaire exploitant, qui a une taille critique, qui a de l'expérience, qui a des track records, qui a des fonds propres, qui a un comportement qui tient la route. Voilà nos critères de sélection. Et on en prend un bon 3 par jour et on en rejette 6 ou 7. Et je ne vous cache pas qu'on se fait un petit peu engueuler tous les jours, parce que les 6 ou 7 que vous rejetez ou que vous ne prenez pas délicatement, on se fait un peu engueuler sur la question. Voilà. Bon, voilà juste qui on est. Pas de questions sur ce thème-là. Alors, sur les 3 points, j'irai assez vite sur les particularités du LMNP et puis d'où vient le LMNP versus il y a 15-20 ans, pour nous concentrer sur ce que j'aime au fond. Et ce qui va vous intéresser, c'est l'analyse du marché aujourd'hui dans ces turbulences, ou pas ces turbulences, hein, parce que tout le marché n'est pas du tout en turbulence. Il y a certains segments qui sont intéressants, d'autres plus risqués, d'autres moins risqués. Voilà.
Donc, on essaiera de passer vraiment le cœur du sujet sur le point 3 de cette présentation. Bon, on sait tous ce que c'est le statut LMNP. Il s'agit de louer meublé. Il faut vraiment que ce soit meublé, évidemment, que personne ne se fasse piéger sur ce thème-là. On peut faire de la location meublée, soit dans des résidences gérées pour ne pas s'en occuper, pour avoir des rendements un peu plus faibles, mais pour ne pas s'en occuper et avoir une certaine sécurisation de nos revenus. Et on peut faire aussi de la location meublée en gestion directe via un administrateur de biens ou via une personne dans un immeuble d'habitation classique pour autant que la destination meublée soit autorisée. Il faut quand même souvent un peu vérifier ce thème-là. Donc, location meublée, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte. Notre métier à nous, c'est de retraiter le marché secondaire de la gestion indirecte, donc des résidences gérées. On n'intervient pas du tout sur la revente, ou très peu, sur la revente d'un studio meublé dans un immeuble classique. Voilà. On connaît à peu près tous l'intérêt du LMNP, y compris sous bail commercial. L'intérêt du LMNP, il est fiscal et comptable. Évidemment, on a un amortissement qui permet globalement une absence de fiscalité pendant une durée très très longue. Voilà, donc la différence fiscalité du revenu nu versus fiscalité du revenu meublé, c'est un point de différenciation majeur qui dure depuis 1940, donc ça ne date pas d'hier, et qui permet d'avoir des revenus avec ou peu de fiscalité. Un bail commercial, ça permet d'avoir une gestion déléguée à l'exploitant avec des plus et des moins. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de clients qui achètent des biens en location meublée? On trouve de plus en plus de clients qui achètent cash. Donc, globalement, chez nous, en tout cas sur le marché secondaire, c'est un peu différent dans le neuf. Sur le marché secondaire, c'est 50% de clients cash et 50% de clients cash qui ont plus de 55 ans. C'est-à-dire qu'ils ont vendu leur commerce, leurs biens nus, leur pharmacie, leur activité et qui réemploient une partie des ressources dégagées pour chercher du revenu complémentaire, soit tout de suite parce que la retraite est là, soit dans quelques années parce que la retraite arrive. Donc, beaucoup de profils âgés, plus de 55 ans, qui payent en cash. Ça, c'est la moitié de l'activité. Ensuite, des profils qui ont 10 ans, qui ont globalement 40-45 ans, qui ont sécurisé le financement de leur résidence principale, c'est-à-dire leur résidence principale, elle est en cours de paiement ou complètement payée, et ils veulent préparer les ressources, les revenus complémentaires dans 10 ans au moment de la retraite. Voilà. Et ceux-là, ils vont emprunter, les premiers acheter cash, ceux-là vont emprunter sur des logiques relativement courtes, 12-15 ans, pour avoir des revenus nets de crédit à partir de 60 ans. Globalement, c'est ça. Ça, c'est 30% de l'activité. Donc, 50 plus 30, il reste 20% sur des profils plus jeunes, jeunes investisseurs, pas forcément primo-investisseurs, jeunes investisseurs qui vont emprunter sur des durées encore plus longues, 20-25 ans, qui vont mettre le moins d'apport possible. Ce n'est pas toujours facile en ce moment de mettre le moins d'apport possible et qui vont chercher à se constituer un patrimoine. Donc, et ceux-là, ils vont plutôt acheter sur des produits plus faibles, autour de 100K, tandis que les autres, on était sur des logiques un peu plus grosses. Donc, donc les derniers 20%, des plus jeunes qui empruntent sur 20 ans, 25 s'ils peuvent, en mettant le moins d'apport possible. La question qu'il faut se poser, c'est attention à l'acquisition de leur résidence principale. On n'est jamais, nous, archi favorable ou très favorable, ou pas favorable du tout d'ailleurs, à une acquisition LMNP pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé à réfléchir sur sa résidence principale. Parce que la première chose que son banquier lui dira quand il voudra acheter sa résidence principale, c'est quoi votre crédit LMNP? Ah ouais, ça diminue votre capacité de financement. Donc, on a tous compris ce thème-là, c'est quand même un point d'attention. C'est des points d'attention qu'on voit un peu trop souvent à notre goût, mais à notre goût seulement, en vente de neuf. Voilà. Bon, voilà globalement ce qu'est globalement le LMNP. C'est un mécanisme qui existe. On trouve des résidences gérées depuis maintenant 1990. On a eu des grandes vagues au départ de résidences étudiantes. Donc, au départ, 1990-2000, c'était uniquement de la résidence essentiellement de la résidence étudiante
financé par un dispositif périsol qui était du non meublé, mais ensuite du meublé. Donc des grandes vagues de résidences d'étudiants qui se sont financées en faisant appel à des investisseurs. Puis ensuite, à partir des années 2000, on a eu des grandes vagues de résidences de tourisme et d'EHPAD. Donc ça, c'était vraiment des modes. Voilà. Et depuis les années 2015, 16, 17, voilà, en gros, on a une vague très significative de mise sur le marché de résidences seniors qui est comparable aux grosses vagues précédentes. Donc aujourd'hui, en 2022, les productions neuves en LMNP, c'est essentiellement de la résidence senior et un petit peu de résidence étudiante. Et à la marge, très très peu de résidences de tourisme. Voilà. Et avec des dispositifs fiscaux qui sont encore tirés par le dispositif Censi-Bouvard, qui est un dispositif de crédit d'impôt pour la production neuve en étudiants et en seniors, qui prend un tiers, enfin qui concerne un tiers des acheteurs en neuf. Donc voilà, tout ça pour traduire un petit peu les grandes vagues de LMNP qu'on a pu avoir sur le passé. Aujourd'hui, le LMNP, c'est évidemment un marché dans le neuf, mais de plus en plus, c'est un marché de seconde main, parce que soit il y a moins de construction neuve, soit il y a un marché secondaire qui est maintenant très significatif, très actif et très organisé. Et puis, par exemple, en EHPAD, il y a peu de construction neuve. Donc, ça devient de plus en plus un marché de seconde main. Et si on se projette un peu dans quelques années, le secondaire sera plus important que le primaire. On n'est pas très loin de ces années-là. Voilà. Alors, je viens maintenant au cœur du sujet. Le LMNP en général, on ne peut pas comprendre si on ne s'intéresse pas au segment des actifs qui sont financés en LMNP. Mathieu, il y aura peut-être des questions. Comment tu veux travailler en termes de questions-réponses? Parce qu'au fur et à mesure que je vais traiter ces thèmes-là, il y aura sans doute des questions-réponses. Donc, tu veux non, mais s'il y en a, je te les relais. N'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. C'est fait pour ça. OK. Bon, je commence par le plus facile. Les résidences d'étudiantes, donc ce sont des produits à entre 60 et 120 000, qui ont assez bien résisté à la crise Covid 2020-2021, qui pour nous sont assez liquides ou très liquides, qui ont vu peu de difficultés avec des exploitants, et qui pour nous présentent le meilleur couple rendement-risque. Voilà. En tout cas, les rendements, ce n'est pas les plus forts, mais le risque, c'est sans doute le plus faible. Donc, les résidences d'étudiants, je parle des gros opérateurs, les 5-6 premiers opérateurs, globalement, ils ont tous payé en période de Covid, soit spontanément, soit en ne disant rien, soit en faisant une petite négo, ils sont revenus sur la négo. Bon, globalement, il n'y a pas d'incident sur le marché étudiant à la suite de la crise passée. Et les opérateurs qui opèrent aujourd'hui sur le marché étudiant, je parle des gros, je ne vais pas m'intéresser à un acteur qui a 3 résidences. Les gros opérateurs aujourd'hui ont tous des tailles critiques, gagnent tous suffisamment d'argent, mais ce n'est pas un secteur qui génère des cash flows incroyables. Donc, la taille critique existe, les exploitants sont structurés, ils ont une maturité. On connaît maintenant, opérateur par opérateur, les méthodes de renouvellement de bail, parce que ça fait longtemps qu'on trouve des résidences d'étudiants. Nous, on en travaille, qui ont été créées en 92. Donc, les politiques de renouvellement des exploitants, elles sont toutes connues. Elles sont pas, personne va, en tout cas, chez nous, elles sont connues. On sait vous dire, exploitant par exploitant, comment il fait, comment il pratique, quelle décote il applique, quelle décote il n'applique pas, etc., etc. Alors, nous, ce qu'on aime en résidence d'étudiants, ce sont des résidences récentes, qui ont une dizaine d'années, qui sortent du dispositif Censi-Bouvard et qui ont fait l'objet d'une remise en place d'un nouveau bail, dans lequel les micro-travaux, parce qu'il s'agit de micro-travaux, ont été traités au moment du renouvellement
Ils n'ont pas toujours fait l'objet d'une baisse de loyer. Ce n'est pas si fréquent que ça dans le marché étudiant, les baisses de loyer. Il y a beaucoup d'idées reçues, mais je vous assure que c'est 20% avec baisse, 80% sans baisse en résidence d'étudiants. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est les résidences qui sortent de Censi-Bouvard, qui sont donc récentes, qui font l'objet d'un nouveau bail. Les meubles ont été changés, les micro-travaux. Pourquoi récentes, Étienne? Pourquoi tu dis 10 ans, enfin, pas les plus anciennes, parce qu'elles sont pas assez au goût du jour, c'est ça ou... Parce qu'elles sont modernes et que dans un cycle de production, les 10 prochaines années, je vais être très, très peu concerné par une politique de travaux. Tandis qu'une résidence qui date de 92, moi j'en travaille des résidences de 92, elles présentent souvent des endroits patrimoniaux, enfin elles sont souvent dans des endroits patrimoniaux intéressants, mais une résidence de 92, elle a fait l'objet de plusieurs remises en état, donc il faut quand même peut-être toujours provisionner 300-400 euros par an d'imprévu, un chauffe-eau, une remise en peinture, etc. Donc, c'est moins dans l'habitude des investisseurs LMNP qui ont l'habitude de se dire je signe, il ne se passe rien, rendez-vous dans 20 ans. Donc, les résidences qui ont 10 ans, qui sortent de Censi-Bouvard, nous, on aime parce qu'elles sont très récentes et leur look, leur service aussi sont souvent de meilleure qualité qu'une résidence qui a 30 ans. Voilà. Une résidence d'étudiants, ça va durer entre 20 et 30 ans, mais j'en ai qui durent depuis plus longtemps. Voilà. Donc, retenons que c'est un marché qui a bien résisté, qu'on ne va pas chercher des exploitants qui ont 5 résidences, voilà, on n'est pas là pour expérimenter, que les politiques sont très connues, que les plus et les moins de chacun, donc chaque exploitant, sont connus, et qu'il n'y a pas de raison de se faire surprendre, à condition de faire le job, à condition de référencer correctement, de parler suffisamment avec eux et d'anticiper. Parce que de temps en temps, au bout de 20 ans, il y a un exploitant qui va rendre les clés d'une résidence. Bon, rendre les clés d'une résidence d'étudiant, ce n'est pas non plus quelque chose de catastrophique, sauf si la résidence est un motoban, enfin, c'est toujours mon exemple, motoban. Ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique. Ça peut devenir une copro classique. C'est pas rare, ce n'est pas tous les jours, mais il y en a quelques-unes tous les ans qui reviennent sur le marché avec des propriétaires qui ne vont pas rechercher un nouvel exploitant pour exploiter une résidence d'étudiante. Parce qu'une résidence d'étudiante qui est basée à Lyon ou par chance en Île-de-France, les valeurs ont tellement évolué que tout le monde se dit « Ah chouette, je vais pouvoir récupérer mon actif immobilier qui vaudra plus cher sans bail qu'avec un bail ». Donc voilà le contexte marché étudiant. Évidemment, on ne va pas aller à Montauban ou à je ne sais où. Je ne vais pas tellement aller à Limoges. Je sais, voilà. Bon, il y a des résidences, mais moi, j'y vais pas. On ne va pas tellement dans ce type de ville. Donc, on s'intéresse aux 10 grandes villes, point. On n'en sort pas trop. Je suis désolé pour Limoges, et on pense que c'est le moins risqué et le plus liquide, parce que le jour où il faut revendre, c'est très liquide. Les délais de revente, c'est 6 semaines, 2 mois, 3 mois, quoi. Voilà, pas plus. Voilà. Une question de Manuel à propos de la conjoncture sur le commercial, on va dire, sur le trend de vente que tu observes, toi, sur le revenu Pierre. Est-ce qu'il y a depuis le début de l'année, il y a un impact de la crise sur les résidences étudiantes et sur les autres d'ailleurs que tu vois ou pas? C'est assez surprenant. Sur le marché secondaire, 2010, alors je vais prendre un peu d'histoire. 2019 est une année immobilière intéressante, forte. 2020, l'année Covid, finalement, c'était presque la même chose que 2019. Okay. 2021, évidemment, effet report, 25% de croissance. Et 2022, 15 à 20% de croissance. Donc, on est toujours drivé ou tiré, pardon, par sans doute des besoins de compléments de retraite, de fiscalité faible, etc., etc. Donc, je ne vois pas, je trouve que le contexte est pourri, mais je ne vois pas, il est vraiment pourri, mais je ne vois pas tellement d'incidence sur le business, sauf qu'on en parlera tout à l'heure, quand on faisait en 2020 40% d'EHPAD, cette année je vais en faire 10%, ça change. Mais mon trend général, il y a un effet report, mon trend général est toujours très très fort. Ce que les acteurs cherchent aujourd'hui, non, les investisseurs cherchent aujourd'hui, sont des résidences seniors et des résidences étudiantes. On en parlera. C'est 80%,
Chez nous, ce sera 75% de l'activité cette année, ces deux segments cumulés. Presque 50% d'étudiants et 25% de seniors, alors que le senior représentait 2-3% il y a 3 ans, vous voyez. Donc ça, voilà. Par contre, d'autres segments, c'est pas la même chose. Il y a sans doute aussi, tu dis, le besoin, évidemment, c'est les compléments de revenus pour la retraite, hein, c'est un des principaux facteurs d'investissement. Mais c'est vrai que parce que pour reprendre une remarque de Grégory qui dit que c'est inversé par rapport au marché résidentiel qui, lui, est en baisse de 25%, il y a quand même eu, un peu paradoxalement, dans cette période de crise, des poches d'épargne assez importantes qui se sont constituées chez beaucoup de Français. Donc, ça, finalement, ça peut booster l'investissement alors que le contexte économique est compliqué. Disons que globalement, on voit toujours de la croissance significative à 2 chiffres, avec de plus en plus de cash, de moins en moins de crédits très longs. Attention à l'aspect crédit très long. On est aussi sur des produits de taux d'intérêt. C'est sensible à l'inflation, donc c'est des thèmes qu'on pourrait évoquer tout à l'heure. C'est des produits de taux qui, pour l'instant, rapportent un peu plus de 4%, alors qu'on a encore pas mal de sorties d'assurance vie, de notre point de vue, de ce qu'on voit, qui sont sur des rendements plus faibles. Donc, bon, il y a toujours un business qui est tiré par des besoins de retraite, de revenus complémentaires. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions sur la résidence étudiante, puisqu'on en parle un peu en détail. Là, Étienne vient de vous préciser un peu les critères qui président à sa sélection. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour bien présenter ça à vos clients, vous pouvez les poser. Moi, je synthétise. C'est sans doute le moins risqué de tous les segments. C'est le plus liquide le jour où vous voulez revendre. C'est évidemment le plus facile d'accès parce qu'on peut trouver des lots à 50 000, on peut trouver des lots à 120 000. 50 000, c'est en province et 100 000, c'est autour de la région parisienne. On trouve très peu de choses à Paris. En tout cas, nous, on n'en trouve plus beaucoup. Et puis moi, globalement, ça se revend assez bien et je ne vois pas réellement d'incidents. Alors, j'en connais des incidents, mais les incidents, dès que c'était construit en neuf, on savait que X années plus tard, ça allait provoquer des incidents. Donc, les incidents, on les voit tout de suite. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le marché étudiant qui est le plus facile. Il y a une question de Bruno, mais je ne suis pas sûr de la comprendre, Bruno, si vous voulez la préciser sur la base. Quelle base pour une estimation? Je ne sais pas si tu… D'accord, quelle base pour une estimation? Globalement, en marché étudiant, sur le secondaire, sur des produits sécurisés, on essaye de revendre à 4% prix final pour le client. D'accord. Voilà. Donc, chez nous, vous trouverez des lots à 4%, 4,20, 3,90 si la ville nous plaît, 3,80 si c'est topissime. En dessous, pas du tout. Donc, tout tourne autour de 4%, tout tourne autour de 90 000 de prix moyen, donc de 60 à 120. C'est instantané en termes de réponse. C'est rapide en termes de réponse sur une résidence d'étudiants. On a des bases de connaissances. C'est assez usiné, si je puis dire. Donc, ça va Quand assez tu vite. dis 4%, c'est quoi 4%? 4%, c'est le rendement hors taxe sur hors taxe pour le client final, hors frais de notaire. Donc, le rendement, c'est loyer avant charge de copro. Quelquefois, on n'a pas de charge de copro. Tu fixes le prix d'achat au propriétaire pour pouvoir donner 4% aux futurs investisseurs. Absolument. Absolument. Le prix, c'est nous qui le faisons tous les jours. Donc, après, on n'est pas toujours les mieux disants, on n'est pas toujours les plus compétitifs. Mais en tout cas, c'est assez rapide. Ouais. Et ça représentera cette année la moitié de l'activité. Okay. Alors, on va monter dans la complexité. Les résidences d'affaires. Historiquement, on a toujours aimé, nous. Pourquoi? Parce qu'on aimait les résidences d'affaires de cœur de ville. On n'aimait pas trop les résidences près des aéroports, mais les résidences d'affaires de cœur de ville, on a toujours aimé. On a toujours aimé aussi les résidences qui étaient mixtes, c'est-à-dire de l'affaire, du tourisme et de l'étudiant. Ça, la mixité des résidences, c'est la mixité des business models. Pour nous, c'était l'idéal parce que ça permettait de gérer le risque. Donc, on a toujours fait 20% d'activité sur les résidences d'affaires dans 10, 12 villes, pas plus. Voilà.
Évidemment, le Covid a sérieusement remis en cause l'histoire. Donc, dès mars 2020, on a fermé à 100% le robinet. Et on a fermé le robinet et on est en train de le réouvrir maintenant. Donc, quand même, 2 ans plus tard, cette année, on en fera, on fera 3-4% en résidence d'affaires. Hein. Donc, on est encore très loin de ce qu'on a pu faire. On y revient. Alors, comment ça s'est passé? Alors là, j'ai toutes sortes de cas de figure. J'ai des exploitants qui ont fait des pertes, mais qui ont été parfaits, qui ont payé, qui n'ont rien dit, qui ont même fait un petit courrier en disant « c'est dur pour nous, mais on assure ». Ça existe, y compris en résidence business. Ceux-là, je vais m'en souvenir pendant très longtemps, je vous promets. On a aussi une majorité d'exploitants qui ont fait des négos pendant les périodes de confinement, globalement, 3-4 mois de franchise de loyer. Ça, c'est la majorité, avec des accords propriétaires sans crise majeure. On en a eu d'autres qui ont été bien plus en difficulté, qui ont fait des négos plus durs, qui sont traduites par des choses plus difficiles. On a eu des gros acteurs en conciliation, on a eu des gros acteurs proches de la conciliation. Bon, bref, toutes sortes de segments, toutes sortes de difficultés. On y revient aujourd'hui sur des résidences qui sont mixtes, à base d'affaires, mais qui sont mixtes, qui peuvent accueillir des étudiants, qui peuvent accueillir des tourismes. Évidemment, plus sur les mêmes prix. Ce qui se vendait à 4%, maintenant se revend à 20% moins cher, donc 4,80 à 5%. Donc, on revient progressivement depuis le deuxième trimestre, c'est-à-dire depuis 1 ou 2 mois, sur quelques résidences d'affaires précises, mixtes, qui valent 20% moins cher aujourd'hui qu'il y a 2 ans, avec avec des opérateurs, des exploitants qui ont résisté, idéalement qui se sont super bien comportés, mais on veut aussi comprendre d'autres. Donc, globalement, on travaille de 4-5 acteurs, hein, pas plus, des résidences bien précises. On y revient tranquillement, et à mon avis, ça va remonter un petit peu en régime. Évidemment, on évite tout ce qu'on n'aimait pas avant, c'est-à-dire les résidences près des aéroports, les résidences près des gares, enfin voilà, bon, ce type de choses. Tu parles, juste pour fixer un point sur les rendements, les 4%, c'est des rendements bruts que tu évoques? Oui, c'est des rendements bruts, c'est loyer hors taxe sur prix d'achat hors taxe, sachant que chez un certain nombre d'opérateurs, les charges de copro n'existent pas, ça existe, c'est réel, hein, il y a des opérateurs pour lesquels il n'y a pas de charge de copro. Et pour la majorité des autres opérateurs, les charges de copro sont assez faibles. Donc, c'est du rendement brut, mais quelquefois, le rendement brut est assez proche du rendement net hors taxe foncière dans ces résidences. Comment ils ont évolué ces rendements-là? Tu parles donc de 4% pour la résidence étudiante et jusqu'à 4,80 pour les résidences affaires. Donc, résidence affaires, tu viens de nous le dire, ça a sensiblement augmenté parce que les prix du bien ont baissé. Donc, ça a augmenté. C'est l'inverse, c'est que globalement, pour vendre, il faut offrir des rendements plus forts. Et donc, je pense qu'on est en train de sortir des choses autour de 4,85% sur des beaux lots, hein, pas des trucs avec des travaux à faire, des choses sérieuses. Hein. Voilà, des choses sérieuses avec des opérateurs sérieux qui ne sont pas en conciliation, qui n'ont pas fait un bras de fer pas possible. Hein. Okay. Donc, on est plutôt autour de 4,80, ce qui valait 4 avant, donc ça fait 20% de différence de prix. Je pense que dans le temps, les rendements vont baisser. Hein, on va revenir peut-être pas sur le 4% des résidences d'étudiants, mais je pense que les rendements commencent à avoir de l'attrait, je trouve. Et sur les résidences étudiantes, tu as vu aussi une évolution de ces rendements ou pas? Les rendements ont tendance à baisser. Hein. Globalement, tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut de l'étudiant et du senior. Donc, quand tout le monde veut la même chose, ça fait baisser les rendements, ça fait augmenter les prix. Donc, dans le cadre d'un appel, d'un marché qui est quand même assez puissant, beaucoup d'étudiants, beaucoup de seniors, les rendements baissent sur ces actifs. Le prix, c'est toi qui le fixes, c'est toi qui dis au propriétaire, moi, je veux offrir ce rendement-là, c'est ça, hein? Absolument, absolument. Ouais. Absolument. En résidence, alors, est-ce qu'ils gagnent, est-ce qu'ils perdent? Parce que c'est des questions qu'on a tous les jours, ça. En résidence d'étudiants, quand vous sortez de Censi-Bouvard, vous retrouvez entre 90 et 95% de votre prix d'achat en tant que propriétaire initial.
chez nous. Hein. Après, je n'ai pas dit qu'on représentait tout le monde, mais on a beaucoup de stats, beaucoup de data. 90 à 95% pour le propriétaire qui vend, sachant qu'il a fait une défiscalisation entre 25 et 18%. Il n'est pas génialement satisfait, mais il n'est pas perturbé plus que ça. Voilà. En résidence d'affaires, là, les choses sont un peu différentes, hein, parce que comme on a des rendements un peu plus forts aujourd'hui, je pense que les sorties de Censi-Bouvard résidence d'affaires, on est plutôt à 80% du prix d'achat. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt nous qui proposons le prix, quoi. Ça marche, enfin, ça va pas, mais à un moment donné, il y a des équilibres de marché, hein, de toute façon. Tu parlais de mélange aussi des publics dans les résidences d'affaires où ça peut être ouvert aux étudiants. Tu penses quoi du co-living? Vous en traitez? On n'en traite pas suffisamment à mon goût, parce que c'est une vraie tendance de fond. Alors, les résidences co-living, c'est une vraie, enfin, colocation, co-living, hein, il y a suivant qu'il y ait plus ou moins de services, hein, plus de services en co-living et moins en colocation. C'est une vraie tendance de fond. Les résidences sont généralement achetées, préemptées, enfin achetées par des gros institutionnels qui font des grosses résidences. Donc évidemment, ça, c'est des choses qu'on va retrouver sur le marché secondaire dans 15 ans. Hein. C'est notre futur métier, ça. Ouais. La découpe de ces résidences-là. Mais donc, il n'y en a pas beaucoup. Chez nous, il y en a, j'en connais deux résidences dans lesquelles on a de la coloc et du co-living au sens service. Mais c'est recherché, on adore, c'est peu connu, donc il faut quand même faire beaucoup de pédagogie et beaucoup d'explications. Évidemment, c'est une vraie tendance de fond. Okay. Mais retenons que c'est les institutionnels qui les achètent. Voilà. Et, la diffusion LMNP, c'est pas encore ça. Est-ce qu'on a des questions un peu sur les résidences d'affaires? Donc, globalement, j'ai eu toutes sortes de cas, hein, des exploitants qui ont souffert et payé sans brancher, des exploitants qui ont fait des négos de 3-4 mois de franchise, des exploitants qui ont souffert, des exploitants qui sont en conciliation. Voilà. Donc, la nécessaire sélection s'impose vraiment, vraiment. D'autant plus que ce sont des actifs qui n'ont pas une destination habitation, mais une destination commerciale. Donc, le jour où vous voulez transformer une résidence business en habitation, ce n'est pas aussi simple. Juste, Jean-Noël s'interroge sur ce que recouvre le co-living. Le co-living, c'est, à la différence des résidences étudiantes qui sont pour les étudiants, c'est des résidences qui sont ouvertes à tous, hein, étudiants ou pas, hein, jeunes actifs ou pas forcément jeunes. Jeunes actifs. Hein. Ouais. Et qui offrent certains services communs. Donc, il peut y avoir une cuisine en commun, une salle de sport, des choses comme ça, en fonction de la taille de la résidence. Donc, c'est une sorte d'évolution finalement de la résidence étudiante qui monterait un peu en gamme en termes de services, parce que c'est souvent quand même le cas, et s'ouvrirait aux actifs. Absolument. On a fini. Donc, globalement, le marché aujourd'hui recherche encore peu de résidences à faire parce que il y a eu un peu de traumatisme sur ce segment et puis les gens ne retiennent que les traumatismes. Mais j'insiste en disant, il y a aussi des acteurs qui ont été parfaits chez parfaits sur ce segment-là, même en faisant des pertes significatives. Voilà. Alors, on passe au sujet plus intéressant maintenant, senior EHPAD. Je réserve les EHPAD pour la fin, hein, évidemment. Alors, sur les résidences seniors, on a un vrai flux acheteur très, très, très important. Globalement, il n'y en a sans doute pas assez par rapport au flux acheteurs. Pourquoi il y a du flux acheteur? Parce que tout le monde comprend que ce sont des actifs immobiliers, que ce sont des appartements. Il n'y a pas que des studios, il y a beaucoup de 2 pièces en moyenne. Voilà, à la base, c'est 2-3 pièces. C'est du cœur de ville, c'est des produits immobiliers. Bon, tout le monde comprend les besoins. Les acteurs, donc il y a un vrai flux acheteur. Voilà. Et puis, il y a aussi des grandes campagnes de publicité, des grandes campagnes télé, ce qui fait que c'est rentré dans les têtes. Hein. On commence, donc les résidences seniors, c'était, bon, les premières, c'était il y a 12 ans, quoi, à peu près, 12-15 ans, mais plutôt 12 que 15. Donc, on commence aujourd'hui à avoir
un très très bon retour, un très bon regard sur les politiques de renouvellement des exploitants. Nous, on est évidemment très sensibles à ce type de sujet. Comment l'exploitant va renouveler son bail? Est-ce qu'il va renouveler au loyer actuel? Est-ce qu'il va revenir au loyer d'origine? Est-ce qu'il va aller plus bas? Est-ce qu'il va demander des travaux? Est-ce qu'il va nous raconter une histoire en disant tout va mal? Voilà, c'est très significatif. C'est très important de comprendre le comportement. Autant on connaît par cœur le comportement des résidences d'étudiants, ça fait 25 ans qu'on les pratique, autant en résidence senior, c'est plutôt nouveau. Donc, notre regard à nous, il est très lié au comportement de l'exploitant, au renouvellement. Voilà. Et donc, ce qu'on aime remettre sur le marché, c'est un peu comme sur le marché étudiant, c'est des résidences qui sortent de Censi-Bouvard et qui ont fait l'objet d'un renouvellement. Et voilà ce qu'on aime. Et c'est tout. Et parce que je ne veux pas que vos clients aient des sujets en rediscussion de beau plus tard. Pourquoi tu dis Censi-Bouvard? Parce qu'il n'y avait pas d'autres marchés avant, c'est ça? Si, mais bien sûr, bien sûr, mais c'est quand même. Il y a 10 ans, le Censi-Bouvard était une incitation fiscale de 25% de l'investissement. Donc, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont acheté sur ce régime-là. Il y a beaucoup de promoteurs qui ont vendu avec le dispositif Censi-Bouvard. Aujourd'hui, Censi-Bouvard, c'est 11%, donc ça intéresse beaucoup moins. Donc, c'est plus la même production pour les promoteurs. Mais ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, c'est des lots qui ont bénéficié d'un Censi-Bouvard, enfin d'une réduction d'impôt de Censi-Bouvard de 25%. Donc, évidemment, c'était plus facile. Moi, j'aime bien celle-là. Voilà, j'aime bien celle-là. Donc, on aime remettre sur le marché des résidences qui ont fait l'objet d'un nouveau bail. Travaux ou pas travaux, il n'y a pas toujours, ce n'est pas si fréquent que ça d'ailleurs. La politique de changement de meubles, elle est claire et on aime les remettre sur le marché à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez me dire, mais comment ils renouvellent les exploitants de résidences seniors? Résidences d'étudiants, tout le monde sait. Il n'y a pas tellement d'emmerde sur les résidences d'étudiants, en pratique, en renouvellement. Chez les résidences seniors, on trouve des exploitants qui renouvellent au loyer actuel, sans baisse. Parfait. Une fois qu'on le sait, qu'on connaît leur politique et qu'on a éventuellement parlé avec eux en disant « Attention, c'est ça notre politique, mais cette résidence-là et cette résidence-là, elle est un peu compliquée, donc soyez prudents. » Voilà. Donc, j'ai quelques exploitants qui renouvellent au loyer actuel. Parfait. J'ai quelques autres exploitants qui renouvellent retour au loyer d'origine. Bon, mais c'est nouveau pour eux. C'est tout à fait nouveau. Et puis, quelques autres retours avec un loyer entre le loyer d'origine et le loyer actuel. Bon. Et puis, il y en a quelques-uns qui ne savent pas encore, qui testent, qui essayent d'aller plus loin. Et puis, comme ils se font rabrouer, ils se disent « Ah, zut, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait faire. » Bon, on est à une période intéressante. Donc, notre rôle à nous, c'est de comprendre, de discuter pour que personne n'ait de surprise. Et une fois qu'on a bien analysé la politique des exploitants, on est capable de donner des prix avec une immense sécurité. Voilà. Donc, en résidence senior, il y a un gros flux acheteur. C'est de l'appartement, c'est de l'habitation. Évidemment, on aime le cœur de ville. Évidemment, on aime le cœur de ville et les transports, parce que la personne âgée qui a 80 ans, son champ d'action, c'est 500 mètres autour de la résidence. Donc, il faut penser à qu'est-ce qu'on pourrait avoir, de quoi pourrait-on avoir besoin voilà, à 80 ans dans les 500 mètres autour. Et voilà, globalement. Donc, ce marché-là, nous, on pensait. Donc, on est intéressé parce que c'est de la vraie copro et ça deviendra. Nous, on pensait que ça allait devenir de la copro à long terme parce qu'on trouve que ça ne gagne pas tellement d'argent l'exploitation d'une résidence senior. Donc, on pensait que ça n'allait pas aller en bourse. Comme vous n'avez pas un fonds de commerce qui gagne des fortunes, un fonds de commerce ne va pas en bourse. On n'est pas en EHPAD. Donc, on a toujours pensé qu'à terme, ça sera des résidences qui deviendront des copros, donc cœur de ville. Voilà. On commence à avoir sur un opérateur national bien connu des idées autres, parce qu'on voit son actionnariat se projeter à 30-40 ans. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Donc finalement, ça deviendra des copros peut-être beaucoup plus tard. Donc ça, quand on sent ce type de choses, quand on sent chez l'actionnariat d'un exploitant une volonté de s'investir très longuement dans une résidence à 30 ou 40 ans, ils nous disent c'est pour 30 ou 40 ans, et moi, actionnaire, je suis capable d'en acheter aussi pour rester 30 ou 40 ans, évidemment qu'on y trouve de l'intérêt pour vos clients, pour nos clients,
de suivre le trend dans ces résidences. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms d'exploitants qui n'ont pas fait baisser justement les baux? Résidétude sur le marché senior renouvelle à 100% du prix actuel. Il traite le changement de meuble, il étale, enfin voilà, il faut traiter le changement de meuble, mais 100% du loyer actuel. Chez Jardin d'Arcati, j'ai plusieurs types de cas de figure, mais j'ai entre le loyer d'origine et le loyer actuel. Chez Domitis, j'ai une politique claire, très claire, entre le loyer d'origine et le loyer actuel, mais un engagement long terme sans doute de son actionnaire. Bon, voilà, dans chacun, vous voyez, alors, il y a encore des exploitants sur lesquels je me fais encore un peu engueuler parce que je ne vois pas clair, donc je n'ai pas toujours un regard aussi bienveillant que quand je vois clair, mais ça se précise de plus en plus et ça se professionnalise de plus en plus en termes de renouvellement de baux. Voilà. Okay. Et donc, on est capable, à mon avis, de proposer des choses très sécurisées pour les clients, pour vos clients. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de contamination, je dirais, des problèmes qu'il y a eu sur les EHPAD, sur les résidences seniors? En mélangeant un peu les choses, tu vois, des investisseurs qui ne connaîtraient pas bien la différence entre les résidences seniors et EHPAD se disent « Ah oui, il y a une crise avec les résidences pour les personnes âgées ». Et il pourrait se dire, tiens, bah, faut éviter les résidences seniors, par exemple. Est-ce que ça, tu le vois, ça, ou pas? Oui, j'ai vu, en tout cas, sur l'année 2022, un énorme report entre EHPAD et seniors. Un énorme report. C'est-à-dire un énorme report. Le marché des personnes âgées, il est coupé en 2 ou en 3. Évidemment, le marché EHPAD, dont on parlera tout à l'heure, est un peu boudé, mais le marché du troisième âge est relativement recherché parce que tout le monde est convaincu qu'il y a des besoins, etc. etc. Donc, il n'y a pas eu d'influence négative sur les résidences seniors des crises EHPAD? Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi les rendements attendus sur les résidences seniors? Ça ressemble aux résidences d'étudiants, un tout petit peu plus que les résidences étudiants, parce que globalement, ce sont des actifs entre 150 et 250 000, tandis que l'étudiant, c'est plutôt 80 à 120. Donc, c'est plutôt entre 4 et 4,50 sur les résidences seniors. Donc, c'est un peu plus rentable parce que le prix unitaire est plus élevé. Hein, mais il peut aussi avoir, on a aussi des résidences seniors à 4. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Hein, et quand la résidence est très bien placée, que les loyers sont raisonnables, c'est-à-dire que l'exploitant gagne sa vie, hein, c'est ça que j'entends par loyer raisonnable, hein, qu'elle est bien entretenue, qu'elle est en cœur de ville, il peut y avoir un peu de bagarre. Voilà, il peut y avoir un peu de bagarre. Voilà. Donc maintenant, on a… Et en période de Covid, tout le monde a résisté, personne ne s'est mal… Enfin, tout le monde tous les exploitants ont globalement payé sans rechigner. J'en ai juste un qui avait voulu faire créer un petit élan de solidarité, mais voilà, pas quelque chose de significatif. Pas d'incident en résidence senior. Je parle des gros opérateurs. Hein, je ne vais pas m'amuser. Je ne traite pas les opérateurs qui ont 5 résidences. J'ai suffisamment d'opérateurs qui ont la taille, enfin, qui sont en voie d'avoir la taille critique pour que je ne prenne pas des risques pour les clients sur des tout petits opérateurs. J'insiste sur l'aspect exploitant des résidences seniors. J'ai l'air d'être assez favorable. Oui, je suis favorable si les loyers sont raisonnables, si ça gagne de l'argent. Il y a un tout petit bémol. Une résidence senior, ça met 2 à 3 ans pour se remplir. Enfin, des fois 2, mais des fois 3. Et ça veut dire que quand vous en avez un certain nombre en cours de construction, donc en cours de livraison, quand vous êtes exploitant, vous avez des besoins en fonds de roulement considérables. Hein, si vous avez une résidence par an, ben, il y a une résidence qui génère du BFR. Et si vous en avez 7, 8, 10, ce n'est pas la même histoire. Donc, il faut avoir des moyens financiers conséquents pour supporter financièrement les pertes pendant la période de montée en régime. Ce n'est pas neutre. C'est pas neutre. Et quand tu dis donc il y en a peu qui ont finalement pour toi la taille critique et qui sont sécurisés, c'est quoi? Combien d'exploitants à peu près hein, sont pour toi C'est les plus anciens. En fait, c'est les plus anciens. C'est pas forcément les plus gros. Hein.
c'est les plus anciens. D'ailleurs, par exemple, Jardin d'Arcadie, c'est voilà, un acteur ancien, donc c'est bon. Mais, voilà. Ou alors ceux qui ont été le plus raisonnables, qui vont pas trop vite. Moi, je pense à Espace Evi, qui est un acteur moyen et qui ne va pas trop vite, qui n'en ouvre pas 15 par an, mais qui en ouvre 2 par an, peut-être en ce moment 3. Donc lui, ben, voilà, c'est compte conso. Voilà, ça tient la route. Juste combien à peu près? On parle de 10 exploitants, de 20? Combien t'en considères? Ah non, c'est 5 ou 6. 5 ou 6. Ah ouais, d'accord. Donc tu les as quasiment tous cités là. Non, c'est des 5 ou 6 que nous, on pense devoir travailler pour des clients qui viennent via des banques et des CGP. Si vous avez un client qui vient via une banque et un CGP, il doit avoir le meilleur du marché. Donc, le meilleur du marché, bah, ça suppose des exploitants qui ont un track record et un historique. Quoi. Okay. Ouais, en senior, ça se situe entre 5, 6, 7 opérateurs. Voilà. Bon, peut-être, si on se reparle dans 3 ans sur le thème, il y en aura 3 ou 4 de plus. Mais voilà. Notre rôle, c'est surtout pas de mettre sur le marché un exploitant qui a 3 résidences. Ça, c'est. D'accord. Tu parlais des grandes villes pour les résidences étudiantes en disant on va regarder plutôt les 10 grandes villes. C'est pareil pour les résidences seniors ou pas? Eh bien, c'est pareil. C'était pareil. Ça l'est plus, à mon avis. Évidemment, les personnes âgées cherchent à aller dans les cœurs de grandes villes, mais quand même, depuis le Covid, on a évidemment un boom des villes numéro 2 ou des villes numéro 2. Hein. Une ville de 50 000 ou 100 000 habitants, ce n'est pas une très grande ville, mais c'est une ville, d'autant plus si elle est au bord pas loin, au bord de la mer, sur le littoral atlantique. C'est une ville qui attire les personnes âgées. Donc, le regard cœur de très grande ville, il doit être sérieusement modulé par l'afflux de population âgée vers des villes moyennes à proximité des littoraux, voilà, que ce soit des littoraux sud, méditerranéens, ou littoral atlantique ou Bretagne. Et ça, on le voit. Hein. Ça, on le voit. Okay. Donc, il y a des villes dans lesquelles je ne serais jamais allé il y a 3 ans. Eh bien, aujourd'hui, quand je parle avec les exploitants, je comprends que j'avais tort. Voilà. Mais il faut parler, hein. Il faut comprendre. Voilà. J'en ai une en tête qu'on a beaucoup travaillé, donc c'est un peu passé, qui s'appelle Cholet. Il y a 5 ans, je n'aurais jamais imaginé aller à Cholet. Mais quand on a parlé avec un exploitant qui avait une très belle résidence à Cholet, quand on a compris pourquoi ça fonctionnait, comment ça fonctionnait, pourquoi c'était aussi positif, si je puis dire, on a compris. Okay, donc, il n'y a pas que Montpellier, Marseille et Nice. Quoi. C'est quoi les arguments pour attirer des clients qui seraient un peu effrayés par les EHPAD sur le senior? C'est quoi l'argument, c'est de l'habitation, c'est un vrai appart, c'est réversible, hein, réversible dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ça l'argument majeur. Ouais, okay. Voilà. C'est du cœur de ville réversible. Voilà. Et donc là, on regarde quand même le prix au mètre carré. Hein, si un jour il n'y a plus d'exploitants, est-ce que le prix au mètre carré il est cohérent avec l'immobilier classique? Voilà. Il n'y a pas trop de différence. Quoi. Voilà. C'est l'argument essentiel. Hein. Tu nous parles des EHPAD? Pourquoi voulez-vous que je vous parle des EHPAD? Je ne sais pas, il paraît que c'est dans l'air du temps. Là. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Le marché secondaire du meublé, c'était 40% d'EHPAD, chez nous et chez des confrères. Donc, c'était très significatif dans les années 2018, 19, 20, 21. Wow. Okay. 40%. Évidemment, avec des rendements qui commençaient à être de plus en plus faibles. On commençait à voir des EHPAD à moins de 4%, bail renouvelé, grand nom, vendu à 3,60, etc. Ça, ce n'était pas rare. Il y avait presque plus de différence entre le rendement d'une résidence d'étudiants, qui pour nous n'est pas très risqué,
et le rendement d'un EHPAD qui était un produit quand même très typé, monoactivité, pas transformable. Bon, voilà. On avait oublié, enfin, bref, on avait un peu oublié la base. Hein. Bon, évidemment, les scandales début 2022 remettent en cause l'histoire complètement. Donc, les clients en général et les CGP et les banques préfèrent se dire on en parle trop, pourquoi voulez-vous que je propose ça à mes clients mes clients ont une idée toute reçue et je vais me faire allumer par mon client, donc j'en parle pas. Donc, globalement, les CGP et les banques n'en parlent plus. Voilà, font le dos rond. Ce qui provoque quoi? Ce qui provoque des changements de prix très importants sur un certain nombre d'opérateurs qui sont moins touchés que d'autres. Donc, dans le contexte général, quand on est CGP et banque, aujourd'hui, on va s'abstenir de proposer des lots exploités par Orpea. On verra l'année prochaine. Donc, nous, la même chose. Hein. Si vous allez dans ma grille, Mathieu, vous verrez 3 Orpea, vous en auriez vu 40 il y a 2 mois. Voilà. Il n'y en a plus que 3. Donc, j'en prends plus, globalement, et on verra l'année prochaine. Je fais toujours de l'EHPAD sur beaucoup moins d'acteurs. Évidemment, je fais de l'EHPAD qu'avec des bolons, avec de la sécurité. Ça n'a pas tellement changé. Mais les prix ont changé de 15 à 20% entre aujourd'hui et janvier 2022. Ce qui, pour certains, peut donner des effets d'aubaine, parce que le marché de l'EHPAD ne va pas disparaître, parce que l'État et la société ont besoin des opérateurs. Ça ne va pas disparaître, mais le marché est un peu rejeté. Donc, ce qui valait 4 est vendu à 5 aujourd'hui, 4,85. On est en train d'aller vers les 5 chez nous. Pas tout à fait, mais presque, sur des baux renouvelés longs, j'entends. Alors, on vendait la même chose à 4% il y a 3 mois. Donc, ça fait 20% de différence de prix. Bon, voilà. Il faut convaincre les vendeurs que s'ils veulent vendre, ça se vend comme ça et pas autrement. Sinon, tout le monde fait le dos rond. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur l'EHPAD. Globalement, il y en aura beaucoup moins. Tous les opérateurs ne sont pas touchés de la même façon. Donc, nous, on privilégie les opérateurs, évidemment, avec Bayon, etc., qui ont des comportements, qui ont mis en place des chartes éthiques. J'en ai 1 ou 2 qui ont mis en place des chartes éthiques, sans attendre les histoires récentes. J'ai des choses plus anciennes. J'en ai qui sont sociétés à mission, et pas depuis janvier 2021, de 2022, depuis l'année dernière. Donc, j'ai quelques opérateurs qui ont anticipé ou dont ça fait partie de leur gène et leur ADN, qui sont moins impactés sur les problématiques maltraitance que d'autres. Mais bon, globalement, il y a un marché qui est un peu rejeté. Et dans ce marché, les prix valent 15 à 20% moins cher qu'il y a 3 mois. Et il y a quelques opérateurs qui sont privilégiés chez nous parce qu'ils ont des loyers plus faibles que les autres. Donc, voilà, ils ont moins de risques financiers, selon nous, et se comportent correctement ou très bien en renouvellement. Voilà. Et au niveau de la rentabilité de ces établissements, tu es serein aussi, ou de la rentabilité, la solidité financière des exploitants d'EHPAD? Je pense que on ne peut pas répondre aussi simplement que ça. Ils seront tous durablement impactés par l'évolution de leurs coûts 2022 et plus tard, par des remplissages qui vont plus être aussi faciles, quoi qu'on vous dise. Parlez avec eux, vous allez voir ce qu'ils vous disent. On n'est plus à 100% de remplissage aujourd'hui. C'est peut-être conjoncturel, mais le premier sujet, c'est mon remplissage. Deuxième sujet, c'est mes coûts. Troisième sujet, c'est mes difficultés de recrutement. Et donc, la profitabilité des exploitants d'EHPAD, elle était stratosphérique. Elle était incroyable. Donc, elle sera moins incroyable, quoi. Voilà. Bon. Est-ce que tout ça va redescendre sur le loyer des propriétaires? J'ai pas dit ça.
J'ai pas dit ça. Mais on ne peut pas exclure non plus que dans un certain nombre d'années, les profitabilités étant moins bonnes, les loyers propriétaires seront moins bons, même si la composante loyer sur le chiffre d'affaires d'un exploitant d'EHPAD, c'est en dessous de 20%, on est plutôt à 15-16%. Donc, l'enjeu n'est pas non plus extraordinaire. Donc, il n'y a pas, à mon avis, un risque extraordinaire sur les loyers propriétaires compte tenu du poids dans la composante du chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas égal à zéro. Voilà, en gros. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est en tout cas en solidité des acteurs, a priori, globalement, c'est des acteurs qui étaient extrêmement rentables, qui vont toujours être bien rentables, même si leur rentabilité interne va baisser du fait de ces éléments, quoi. Ils étaient tous extrêmement rentables. Ils ne sont pas tous à apprécier de la même façon. Ceux qui sont… Donc, leur compte d'exploitation, leur EBIT va un peu changer. On regardera un peu plus ceux qui sont endettés, de ceux qui sont moins endettés et surtout auprès de qui sont-ils endettés, quoi. Voilà. Si vous êtes endetté auprès d'un fonds d'investissement, le jour où les choses vont mal, c'est votre fonds d'investissement actionnaire qui doit retravailler son endettement, mais je n'ai pas de risque, pas un énorme risque de mur financier. Si je suis très endetté au niveau bancaire, c'est un peu différent. C'est sûr. Voilà. Toi, tu achèterais de l'EHPAD aujourd'hui? Alors, tout le monde sait que chez nous, on était, avant de faire ce métier, des investisseurs familiaux, patrimoniaux. On a acheté des brouettes, beaucoup de résidences étudiantes et de résidences d'affaires. Je suis très intéressé par le senior et on vient d'acheter un peu d'EHPAD pour nous, en patrimoine. Mais par contre, ce qu'on a acheté, je vais le décrire. Ceux qui nous connaissent comprendront où c'est. Résidence de cœur de ville, très grande ville française, des loyers à 6 000 € hors taxe par appartement dans cette très grande ville. Résidence rénovée, bail ferme de 12 ans, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. Et ça, je me dis, ça va durer 25 ans. Là. Ouais. Et donc, en fait, on peut en acheter, bien sûr qu'on peut en acheter, mais il faut en acheter une fois que… Il faut qu'on regarde à quel moment on se situe dans le cycle. Je n'achète pas un EHPAD qui a 30 ans qui n'est pas rénové, ça c'est impossible. Mais un EHPAD qui est rénové et qui est reparti pour 25 ans ou 20 ans, vous pouvez y aller, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'évidemment, les rendements, ce n'est pas des rendements à 4, quoi. Est-ce qu'on s'approche de la fin de la masterclass? Donc, si vous avez des petites dernières questions, n'hésitez pas pour qu'on prenne une à deux questions finales. Juste une question de Jean-Noël sur les frais de commercialisation. Quand tu parles des rendements à 4 ou à 5, etc., c'est frais déduits? Oui, les honoraires de commercialisation, ils vont être au détriment du vendeur. C'est ça. Donc, quand je dis 4%, nos honoraires sont inclus. Donc, globalement, c'est des honoraires qui sont assez élevés par rapport à une agence immobilière classique. On est une plateforme qui faisons un métier différent, donc ce n'est pas une agence. Mais oui, c'est honoraires inclus. Ouais. Bon, c'est supérieur à 10. C'est un marché qui fonctionne avec des honoraires supérieurs à 10. D'accord. On est entre 10 et 15% d'honoraires, c'est ça? Oui, alors plutôt 12 que 15, mais c'est ça, oui. OK. Est-ce que une dernière question, c'est bon pour vous? N'hésitez pas. Étienne, tu as un point à ajouter peut-être pour conclure? Alors oui, nous, donc pour résumer, si on a des clients intéressés par des besoins de retraite ou du revenu complémentaire, on est intéressé par 3 thèmes nous, en ce moment. Des résidences récentes, étudiantes ou seniors sorties de Censi Bouvard avec un bail renouvelé. Voilà. Premier sujet. Deuxième sujet, si on veut faire de l'EHPAD et du rendement et qu'on a des EHPAD récentes, bail long, opérateurs non en difficulté et non devant de l'actualité, des EHPAD vers les 5%, parce que là, vous aurez du rendement. Et un troisième thème qui nous plaît beaucoup, c'est on cherche des baux dont les indexations ne sont pas capées. Parce qu'évidemment, on rentre dans une période peut-être inflationniste. On était très intéressé il y a 15 ans sur ce type de sujet. C'était même une obsession, les baux non capés.
Vos clients et vous aurez sans doute de l'intérêt à rechercher des baux dont les indexations ne sont pas plafonnées. Parce qu'évidemment, ça va changer un petit peu l'histoire. Voilà. C'est souvent le cas qu'ils soient plafonnés? Ben, aujourd'hui, c'est 2 tiers plafonnés et 1 tiers non plafonnés. D'accord. Mais il reste le tiers. Donc évidemment, les vrais puristes, ils aiment. C'est des sujets qui reviennent maintenant. L'indexation, l'inflation, comment vont se comporter les actifs en période d'inflation. Ok. Merci beaucoup, Étienne. Effectivement, Virginie, ce n'était pas une formation LMNP cette fois-ci, mais on en a sur notre chaîne YouTube. Si vous allez voir, vous allez retrouver Étienne qui en a fait une pour nous d'ailleurs il y a quelques temps. L'objectif, c'était vraiment de parler un peu plus précisément des évolutions de marché. Si vous vous êtes intéressé par les sujets qu'on a évoqués très vite tout au début sur comment ça fonctionne le LMNP, les avantages, comment en parler à vos clients, passez sur notre chaîne Immobilier et Data. Sur YouTube, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut avec plein de présentations pour vous former si vous le souhaitez. Étienne, merci. C'était vraiment très intéressant de cette plongée très détaillée et experte comme d'habitude dans ce marché qui est hyper attractif toujours, même s'il est bien secoué pour ces acteurs en ce moment, évidemment. Merci à tous en tout cas et à votre disposition à tous. Bon après-midi, bon appétit pour ceux qui vont déjeuner et à bientôt. Au revoir à tous. Bientôt Mathieu.